Thierry Belin, bonsoir. Vous êtes secrétaire national SNPS, qui est le syndicat national du personnel de police et de sécurité. Aujourd'hui, on va faire le point avec vous sur le principe de légitime défense. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, expliquer ce que recouvre ce terme légitime défense? Bonsoir. Oui, bien sûr, pour vulgariser, on dirait que c'est un principe qui fait que ce qui serait normalement une infraction, un délit ou un crime devient finalement quelque chose pour laquelle aucune sanction ne sera appliquée. Alors, ce sont les articles 416 et 417 du Code pénal qui définissent la légitime défense. On pourrait dire que une définition, c'est la définition légale, c'est l'emploi immédiat et nécessaire de la force pour repousser une agression injuste, et chaque mot évidemment a son importance, qui se commet ou va se commettre. Et tout ça est très important. Pourquoi? Donc, on parle bien de personnes, hein. On protège des personnes et pas des choses comme en France. Une agression injuste, donc pourquoi dit-on cela? Parce que l'usage de la force et de la contrainte, et c'est le monopole de la police en Belgique. Donc, si je dois utiliser dans certaines circonstances bien définies par la loi la force pour contraindre quelqu'un qu'on doit arrêter, eh bien, si cette personne veut résister, ça ne sera pas de la légitime défense. Pourquoi? Parce que mon acte est légitime. Bon. Donc, on doit s'opposer à une agression qui est illicite, qui est illégitime. Et ça défend les personnes, que ce soit la personne qui va utiliser la légitime défense ou autrui. C'est une agression qui se commet ou va se commettre immédiatement, pas qui s'est commise. Il faut bien différencier ça. Donc dirigée contre les personnes, parce qu'il n'est pas question de dire tiens, j'utilise la légitime défense pour le vol de mon autoradio ou quelque chose de ce style-là. Voilà. Grosso modo, de manière très très vulgarisée, ce que c'est que la légitime défense. Oui, alors on se rappelle de cet homme qui a défendu sa station-service contre un vol. Alors ça a ému beaucoup de monde puisqu'évidemment la population a pris fait et cause pour cette personne. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de ce cas-là? Qu'est-ce que la légitime défense était applicable dans ce cas-là ou qu'est-ce que l'on peut en dire de cette situation? Alors, la loi, la justice a ceci de particulier qu'elle ne fait pas dans le sentiment, elle fait sur des arguments légaux, sur des éléments de droit, et donc le juge qui aura à connaître d'un dossier comme celui-là, il va se baser sur les éléments légaux. Est-ce qu'il y avait légitime défense ou pas? Était-il en état de légitime défense ou pas? Est-ce qu'il défendait lui-même ou une autre personne contre une agression illicite? Voilà, donc il ne va pas faire dans le sentiment. Bien sûr, il pourra juger en prenant en compte toute une série de circonstances extérieures qui entourent le fait lui-même, mais ce sont des éléments de droit qui détermineront et donc pas l'émotion ou pas le fait de dire oui mais bon ce monsieur a déjà été victime de 4, 5, 6 vols et c'est pour ça qu'il a fait usage de son arme pour les cambrioleurs qui s'enfuyaient. C'est pas, on peut pas retenir cet élément-là comme un élément de droit et de légitime défense évidemment. Ouais, c'est ça. Alors, beaucoup de tireurs sportifs et récréatifs qui vont nous écouter sont souvent armés à la maison. Parfois, certains ont une arme entre guillemets prête à l'emploi dans une table de nuit ou ce genre de choses. Alors, est-ce que dans le cas de l'utilisation de cette arme, par exemple, il pourrait être reproché par le juge qu'il y avait préméditation à se défendre? Je veux dire par là que nous, les tireurs sportifs, on est obligés de stocker nos armes dans un coffre avec des munitions qui sont à part, etc. Donc, est-ce qu'un quelqu'un qui se défend légitimement contre une intrusion, est-ce qu'on pourrait lui reprocher ce genre de choses, d'avoir imaginé qu'il pourrait un jour se défendre et donc de préparer une arme pour ce cas-là? Alors il y a plusieurs éléments de réponse possibles. D'une part, comme vous le soulignez, il est prévu qu'on stocke l'arme et ses munitions de manière séparée, hein, et pas une arme chargée avec le chargeur garni, etc. Et c'est valable pour les policiers aussi. Hein, donc, on parle bien du policier qui tiendrait son arme à la maison. C'est une exception pour en parler si on veut, mais parce que ce n'est pas la règle. Le policier doit laisser son arme dans le commissariat, dans son unité. Donc, au départ, voilà, l'arme est censée ne pas être garnie ou le chargeur n'est pas sur l'arme.
Évidemment, il faudra prouver que c'était le cas, que le chargeur était garni, qu'il se trouvait déjà sur l'arme, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Euh, Ce sera difficile à prouver, évidemment, qu'il y a une mauvaise foi ou une intention, une préméditation dans le chef du tireur sportif qui agirait de cette manière-là. Maintenant, c'est un cas tout à fait particulier que vous soulevez là, à savoir l'intrusion nocturne dans un domicile privé. Et là, c'est un cas justement où on peut justifier de légitime défense. Donc, il faut une circonstance où des clôtures, des murs ou des entrées, donc on fait l'objet pendant la nuit d'une effraction, etc., hein, ou d'une escalade. Et ça permet de présumer qu'il y a la menace d'un attentat contre les personnes. Et là, voilà, cette présomption, on dit qu'elle est réfragable, donc on peut apporter la preuve du contraire, mais bon, ça devient des éléments de droit. Et donc c'est quand même un élément important. Une intrusion de nuit serait à prendre en compte dans l'établissement de la légitime défense, effectivement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, voilà, Normalement, un cas concret. Donc, un individu pénètre chez moi, il se dirige vers l'endroit où je dors, là où sont mes enfants. Quelles sont les choses que l'on peut faire, que l'on ne devrait pas faire? Est-ce qu'on imagine, on imagine le terme sommation? Certains pourraient se dire, je dois d'abord tirer une fois en l'air. Est-ce que c'est quelque chose qui a un, un lien légal? Qu'est-ce que l'on peut en dire de ce genre de cas? alors donc on l'a dit, ça sera extrêmement difficile à prouver que l'arme était déjà prête à l'emploi, hein, c'est une première chose. Deuxième chose, on dit qu'il y a légitime défense dans le cas où l'appel à l'autorité publique ne pourrait pas résoudre la situation. C'est-à-dire que si je constate par la fenêtre du premier étage que l'individu tente de forcer la porte de mon garage qui est au rez-de-chaussée, il m'est loisible avec mon GSM d'appeler la police et donc la force publique pour qu'elle vienne arrêter cet individu. Je ne dois pas par la fenêtre faire usage de mon fusil de chasse pour abattre l'intéressé, ça ne va pas, ça ne sera jamais retenu comme légitime défense dans ce cas-là, évidemment. Donc on précise bien, la loi précise bien que ça doit être un acte parce qu'on n'a pas d'autres opportunités, pas d'autres solutions possibles. Voilà, maintenant, il faudra prouver la légitime défense en ce sens qu'il y a, comme je le disais au départ, une agression qui se commet ou qui va se commettre contre des personnes, que ce soit la personne qui va utiliser la légitime défense ou son époux, ses enfants, que sais-je. Donc voilà, et il faut qu'il y ait un danger réel. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un danger de mort, soyons clairs, mais il faut qu'il y ait un danger réel. C'est-à-dire que si l'individu qui pénètre de nuit chez vous, etc., tient en main un stylo à billes, c'est pas une arme, hein, donc il n'y a pas réellement de menace grave pour l'intégrité physique des personnes. On peut avoir affaire à ce moment-là à un simple d'esprit qui, voilà. Donc tout ça est une question de bon sens évidemment et d'appréciation, même si on comprend très bien que cette appréciation doit se faire dans un temps très limité, évidemment. Oui, exactement, parce que je suis renchéri sur cet exemple-là. On sait bien que quelqu'un qui porte un couteau en quelques secondes peut déclencher enfin, une attaque fatale. Je pense que les policiers sont bien au fait de cela. Il y a d'ailleurs même une distance de sécurité qui est connue, au-delà de laquelle le policier est censé ne pas avoir le temps de se défendre. Donc quelqu'un qui pénètre de nuit, est-ce qu'on doit vraiment s'assurer qu'il n'a qu'un stylo à billes en main, ou est-ce qu'on doit attendre d'être sûr qu'il ait un couteau pour riposter? Là, je suppose qu'on rentre dans une zone grise, mais quelle est la réponse à cela? Est-ce qu'il y en a une, ou est-ce que ça va être jugé au cas par cas par le magistrat, j'imagine? Oui, tout à fait, hein. En ce qui concerne les policiers, par exemple, on dit qu'il peut faire usage de son arme, normalement, après avoir fait les sommations d'usage, sauf si cette sommation rend l'acte inopérant, c'est-à-dire que si le type fonce sur moi avec un sabre de samouraï ou que sais-je, monsieur, ici la force publique, non, il faut rester sérieux, on ne va pas attendre de se faire découper, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est question de bon sens. Si le simple fait d'élever la voix ou de crier lâchez ça ou d'intimer l'ordre et que cette personne se trouve à 3 mètres et que ça peut fonctionner, voilà. Mais naturellement, il ne faut pas attendre d'être blessé ou de constater, oui, est-ce qu'il a réellement l'intention de me frapper avec son couteau? Non, non, bien sûr que non. Hein. Mhm. Alors, je prends un deuxième cas. On se souvient malheureusement de vos deux collègues qui ont été assassinés à Liège.
Donc, imaginons que, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui sont tireurs sportifs ou récréatifs, qui entretient ses armes dans un garage et il est témoin de ce genre d'agression, que ce genre d'agression va se préparer en face de chez lui. Et il se peut que, évidemment, ces cas sont vraiment des cas qui ne seront pas très plausibles, mais imaginons qu'un jour cela puisse se passer de cette manière-là, que ce tireur sportif puisse intervenir et sauver un citoyen ou dans ce cas-là, on pense aux forces de l'ordre, venir prêter main forte dans ce cas-là à ces deux policières. Est-ce que, comme c'est en dehors de son domicile, il aurait pu intervenir ou dû intervenir, puisqu'on connaît le principe de la non-assistance à personne en danger? Est-ce que, étant en possession de quelque chose qui peut aider un citoyen, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce tireur sportif peut ou doit intervenir sur la voie publique? Oui, on peut clairement l'imaginer, puisque bon, maintenant c'est un cas tout à fait particulier, exceptionnel, on s'entend bien, mais on peut l'imaginer. Pourquoi? Parce que le tireur sportif qui est en train d'entretenir son arme dans son garage et qui voit un individu qui va porter atteinte à l'intégrité physique d'un policier voilà, ou d'une autre personne, d'un citoyen sur le trottoir, mais bien sûr qu'on peut intervenir. Donc la loi dit bien une agression qui se commet ou qui va se commettre immédiatement, là, dans les secondes qui suivent, pour se protéger soi-même ou autrui. Donc, on peut intervenir pour protéger l'intégrité physique d'autrui, que ce soit un citoyen, un policier, peu importe. Oui, effectivement. Je dirais même plus, c'est que s'il est établi qu'un citoyen aurait pu apporter son concours et son aide pour éviter des blessures, voire pire, le décès d'un citoyen, d'un policier, voilà, on pourrait le lui reprocher, effectivement. Ah oui. Alors, je surenchérirais avec ceci. Imaginons que une arme soit utilisée sur la voie publique. Évidemment, on peut imaginer que les forces de police aient été appelées en renfort. Donc, qu'est-ce que l'on peut, évidemment, le cas étant hypothétique, on s'est bien entendu là-dessus, mais qu'est-ce que le citoyen armé sur la voie publique risque en étant face aux forces de l'ordre qui viendraient en renfort? Est-ce que ça, j'imagine on doit en toucher un mot également? Ah ben, c'est clair que, bon, déjà, se promener sur la voie publique avec une arme, ça sous-entend qu'on ait un permis de port d'armes, ce qui est quand même exceptionnel. Il faut un motif légitime pour ça. Bon, à partir du moment où on se trouve armé sur la voie publique et que cette arme n'est pas dans un étui, dans un sac ou que sais-je, c'est qu'on vient d'en faire usage. Dans le cas expliqué précédemment, donc on est allé prêter main forte pour mettre un terme à une agression illicite. Voilà. Mais ça se passe dans quelques secondes. Donc, dès lors que l'auteur de cette agression est intercepté ou est stoppé ou est neutralisé par le tir d'un tireur sportif, par exemple, ben, l'arme doit être évidemment sécurisée et on ne doit pas l'exhiber. Et quand les policiers qu'on ne manquera pas d'appeler, évidemment, dans ce cas-là, vont arriver, ben on ne sera plus avec le Riot Gun ou le 357 Magnum en main sur le trottoir. Je veux dire, hein, on aura veillé à sécuriser tout ça. Donc, je pense que c'est peu probable comme situation. Bien sûr, bien sûr. Et Alors, évidemment, à l'arrivée de la police, il faut évidemment faire savoir qu'on est inoffensif. oui, bien sûr. Alors, encore une question subsidiaire qui peut se raccrocher à ces cas, ces deux cas que l'on vient d'aborder. Une arme qui aurait été utilisée dans le cadre de la légitime défense, quel est son avenir? Est-ce qu'elle est d'office saisie? Est-ce qu'elle est d'office saisie et bloquée pendant un certain temps? C'est un cas concret, une question concrète, mais qui est également intéressante à aborder. Oui, effectivement, c'est une question très intéressante et c'est valable aussi bien pour un tireur sportif qui ferait usage de son arme pour stopper une agression que pour un policier. Si une arme est utilisée qui a une blessure de l'agresseur initial par balle, voire pire, si l'agresseur décède des suites de ce tir, l'arme sera effectivement saisie pour les besoins de l'enquête, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'il faudra pouvoir établir de manière scientifique que la balle qu'on retrouvera dans le corps de la personne qui a été neutralisée
a bien été tiré par l'arme dont on parle, ça soit établi scientifiquement et que cette enquête, ces éléments soient à disposition des différentes parties, c'est-à-dire le ministère public qui poursuivra éventuellement, mais aussi la partie civile qui dira, ben, attendez, vous avez, imaginons que l'agresseur soit marié, il a été abattu et on se dirige peut-être vers un cas de légitime défense, mais si l'épouse dit, oui, mais vous avez abattu mon mari, moi j'aimerais bien être sûr. Donc voilà, donc pour les besoins de l'enquête, l'arme sera effectivement saisie. Et le temps nécessaire à l'enquête, effectivement, la justice procédera toujours à la saisie. Il ne faut pas confondre la saisie et la confiscation, parce que si l'arme était détenue de manière légale, voilà, elle sera vraisemblablement restituée, sauf si circonstances où le détenteur de l'arme en a fait un usage illicite, etc., et que ce n'est pas la première fois, mais ce sont des circonstances tout à fait particulières, évidemment. Ok, bien sûr. Alors, peut-être j'ai une dernière question qui traite là des différences entre pays au sein de l'Union européenne ou hors Union européenne. On constate que le principe de légitime défense avec usage d'une arme à feu n'est pas toujours imaginé de la même manière. On pense par exemple à la Tchéquie qui a un peu changé sa législation pour faire face aux risques terroristes. On parle aussi des citoyens israéliens qui eux, sont censés évidemment être plus actifs. Bien sûr, c'est une autre culture, mais qu'en est-il en Europe? Comment les choses peuvent-elles éventuellement un jour changer dans un sens ou dans l'autre? Et qu'en pensez-vous? Alors, c'est une grosse question, peut-être très large, mais Je n'ai pas de boule de cristal, évidemment. Au niveau de l'Europe, bon, on vient de voir, je pense que la crise sanitaire dans laquelle on se trouve vient de montrer à suffisance que les partenaires européens avaient échoué à prendre des mesures communes, ne fût-ce que l'heure du couvre-feu, ou quels sont bon, voilà. Donc, je doute pas qu'on arrive à prendre des mesures communes pour les législations concernant les armes. Première chose. Deuxième chose, en Belgique, ben, on voit clairement que ces dernières années, on ne se dirige pas vers un assouplissement, hein, que du contraire. Moi, je me souviens de la loi Onkelings qui avait fait en sorte que j'ai vu passer des armes pour la destruction, mais des magnifiques fusils de chasse, puisqu'on sait que les Belges ont un passé de graveurs sur des fusils de chasse, etc., à la FN. Donc, c'était une région évidemment très, très riche à ce niveau-là. C'était des fusils qui étaient détenus parce qu'on avait hérité de ça de père en fils et ainsi de suite. Et finalement, ces gens n'en avaient aucun usage, mais c'était un patrimoine, je veux dire. Et j'ai vu des armes magnifiques détruites. Donc, parce qu'on avait restreint, finalement, les esprits chagrins vous diraient, ben oui, maintenant, il n'y a plus que les malfrats qui sont capables d'avoir des armes et d'importer une Kalachnikov. Et on ne peut pas leur donner tort à 100%, malheureusement, parce que la chute des frontières dans les pays de l'Est a fait en sorte que, bon, la Kalachnikov ayant été produite à des millions d'exemplaires, il y a un marché parallèle. Voilà. Donc, mais franchement, je ne pense pas qu'on se dirige vers un assouplissement au niveau des détentions d'armes en Belgique. Loin s'en faut. Je crois qu'au contraire, on avait durci ça, sans doute à juste titre, parce qu'il y avait un certain laisser-aller dans le temps où tout le monde avait une 22 long rifle chez soi, on achetait ça comme un jouet, ce qui c'est un tort, c'est pas un jouet du tout, évidemment. Hein. Je pense qu'on ne se dirige pas du tout vers un assouplissement en Belgique quant à avoir une législation européenne. Là, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt du tout. là, Thierry Belin, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et Avec plaisir. bonne soirée, bonne continuation dans votre rôle à la SNPS. Merci, avec plaisir.